Le temps, c'est une des choses les plus précieuses qu'on ait. C'est une chose qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vraiment revenir en arrière quand on a perdu du temps. On l'a perdu pour toujours. Et ça peut nous rendre un petit peu nerveux à propos de la vie, parce qu'on peut avoir cette impression que chaque seconde qui passe est une seconde de moins à vivre. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de la vie. Le fait que le temps nous soit compté, ça nous force à faire des choses et vivre plus intensément. Voyez-vous, toute ma journée est organisée dans le but de réaliser ce moment précis. Laissez-moi vous expliquer. Voici à quoi ressemble mon emploi du temps idéal. Peu importe à quel point ma journée est chargée, il y a deux impératifs dans mon emploi du temps, c'est de ne rien faire, absolument rien faire, durant deux périodes de la journée, le matin et le soir. Le matin, quoi qu'il arrive, je m'accorde 1 heure durant laquelle je ne fais absolument rien. L'idée, c'est que peu importe à quel point la journée est chargée, est mouvementée et énergique, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je sais que le réveil et le coucher vont être des moments tendres, lents, de méditation durant lesquels je vais pouvoir me vider la tête. C'est important pour moi le matin de démarrer doucement et de ralentir le soir. Et je crois que le soir, je m'accorde au moins 2 ou 3 heures, souvent c'est 2 heures parce que j'ai pas plus de temps que ça, de repos total durant lesquels je fume la pipe ou un cigare. Mais ce que ça permet de faire concrètement, c'est absorber le stress de la journée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, peu importe à quel point j'ai été stressé, occupé ou frustré. Et j'ai ce moment durant lequel j'oublie tout et je peux enfin éliminer petit à petit le stress et me retrouver moi-même. C'est la sensation que j'ai, parce que peu importe à quel point on aime ce qu'on fait au quotidien, notre métier, il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et l'accumulation de ces facteurs, j'ai l'impression que ça me travestit, ça m'éloigne de moi-même. Et donc, ce moment que je m'accorde le soir me permet de me retrouver moi. Et ça, c'est très important, ça, ne pas oublier qui on est. Alors, ne pas se laisser travestir par une société, par des choses qui nous sont imposées et qui nous frustrent. La conscience est une interprétation de la réalité. C'est-à-dire que c'est à vous de trouver la force de voir le verre à moitié plein ou de vous laisser aller à le voir à moitié vide. Ce ne sont que des interprétations, mais ces dernières influencent des décisions qui sculptent les choix. Profiter reste une chose difficile. Le temps m'apprend que la meilleure façon de profiter, c'est de ne pas trop anticiper, de ne pas trop espérer. Je trouve que les plus grands luxes, ce sont l'espace, le calme et le temps. Mais c'est difficile de profiter. C'est difficile de profiter quand on espère trop d'un instant. C'est mon salon pour le déjeuner. Nous sommes en Vendée, littéralement 6h du matin, départ pour la Normandie. Pour illustrer cette idée de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide,
je pense aux interactions humaines du quotidien et aux peu de personnes que je croise qui m'offrent un sourire. C'est vrai que j'ai l'habitude depuis aussi longtemps que je me souvienne de sourire aux personnes que je croise. La plupart du temps, à la place d'un sourire en retour, ce que j'ai, c'est un regard bizarre, un petit peu comme si j'étais un tueur en série. Une étrangeté. Et comme toute personne qui n'a pas un ego surdimensionné, on a toujours un petit doute. On se demande si, quand la plupart des gens ont un comportement qui nous semble anormal, mais c'est quand même la majorité des personnes qui agissent comme ça, on se dit peut-être que c'est moi qui ne va pas. Au fond, je sais, ou en tout cas je pense fortement, que j'agis correctement. C'est facile de ne pas sourire aux gens et de les dévisager. Ce qui est plus difficile, c'est de faire l'effort au quotidien, de sourire et d'essayer non seulement d'améliorer son propre quotidien, mais aussi celui des autres. Et je pense qu'une partie des personnes qui font la tête agissent de la sorte parce que c'est tellement peu commun voir une personne qui sourit gratuitement comme ça que c'en est étrange, on se pose des questions. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais encore une fois, c'est peut-être une interprétation naïve pour essayer d'excuser ces personnes qui manquent de savoir-vivre. En parlant des éléments qui peuvent être frustrants durant la journée, les pollutions chronophages, c'est comme ça que je les appelle, sont ces tâches que l'on doit faire. Pas ces tâches que l'on a envie de faire, mais ces tâches que l'on doit faire. Pour échapper à ces pollutions chronophages, nous procrastinons, au lieu de nous adonner aux occupations qui nous tiennent à cœur, occupations constructives. Plus ma journée est chargée, et plus je prends mon temps. Il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup qui dit « measure twice, cut once », ce qui signifie « mesure 2 fois, coupe 1 fois ». Autrement dit, préméditer ce que l'on doit faire permet de faire la chose plus vite en éliminant le risque d'erreur. En prenant mon temps, en prenant le temps de faire bien les choses, je finis par gagner du temps. Puisque si je me précipite, j'augmente le risque d'erreur. En augmentant le risque d'erreur, je prends le risque de recommencer ce que j'ai fait et de perdre du temps ou des ressources. Il y a une histoire que je voudrais vous raconter par rapport à ça. Et je crois de mémoire qu'elle se trouve dans un livre de Paulo Coelho. Et cette histoire, c'est celle d'un moine qui vit encore dans un monastère qui a été presque déserté par ses confrères, j'imagine par manque de donation du peuple. Seulement, ce moine
arrive à maintenir le monastère. C'est-à-dire qu'il arrive à s'occuper de la restauration du bâtiment lui-même, de l'entretien des jardins, il arrive à faire ses prières, et arriver à faire tant de choses tout seul, à exécuter la tâche de plusieurs hommes seuls, eh ben ça a intrigué un journaliste. Évidemment, la première question de ce journaliste a été « Mais comment faites-vous pour faire autant de choses tout seul ?» Le moine lui répond « Eh ben, lorsque je me lève le matin, je me lève. Lorsque je mange, je mange. Lorsque je me brosse les dents, je me brosse les dents. » Alors, le journaliste interrompt, lui dit « Oui, bon, ça c'est comme tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites véritablement? Quelle est votre méthode pour faire autant de choses tout seul ?» Le moine lui répond « Lorsque je me lève le matin, je me lève. Lorsque je mange, je mange. Lorsque je me brosse les dents... » Alors, le journaliste lui dit « Oui, tout le monde le fait, ça. » Le moine lui dit « Non, 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 pas du tout. Lorsque vous vous levez le matin, vous êtes déjà en train de manger. Et lorsque vous mangez, vous êtes déjà en train de vous brosser les dents. » Donc la leçon est là. C'est de vivre le moment présent. Alors c'est bien d'anticiper les choses. C'est l'un des pouvoirs qu'a la conscience. C'est de retenir les leçons du passé pour ne pas les reproduire ou éviter de les reproduire. Et arriver même avec l'expérience à anticiper ce qui va arriver à l'avenir pour prévoir, être mieux organisé, gagner du temps, peu importe. Mais il y a une limite à ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est fondamental de faire une chose bien après l'autre et de prendre le temps de faire chaque chose correctement. Ah, bonjour, je ne vous ai pas vu. Je suis en train d'arracher les pissenlits du jardin. Alors c'est pas spécialement que ce soit une mauvaise herbe, hein. Mais le problème des pissenlits, c'est que c'est une plante qui s'étale et qui prend la place pour toutes les autres plantes. Et alors j'étais en train de jardiner, vous voyez, et le problème c'est pas spécialement que ça soit une mauvaise herbe, au contraire c'est une très bonne herbe. Le pissenlit a plein d'avantages. C'est une plante, alors je ne sais pas si c'en est ça particulièrement, parce que celle-ci a des poils, j'y connais pas grand-chose. Mais le pissenlit, ça peut être mangé en salade, ça peut être mangé, on peut récolter les racines pour les torréfier puis en faire un genre de café. On peut récolter les fleurs et les manger. Enfin, tout est comestible et transformable et utile dans le pissenlit. C'est une plante miraculeuse. Ça peut se faire en infusion aussi. Ça soigne pas mal de choses. Vous voyez, hop, voilà. Le jardin, il y a quelque chose d'un petit peu philosophique dans le jardin. Il y a quelque chose de fascinant. C'est que, bon, d'ordinaire, je ne suis pas enclin à tout ce qui est transformation de la nature par l'humain, parce que il y a comme une volonté de contrôle hein, dans le jardin. Il y a quelque chose qui fait que on essaie de contrôler quelque chose qui n'est pas censé nous appartenir et qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne comprendra jamais bien, je pense, vraiment parfaitement. Et je dis ça sans manque de respect à des grands jardiniers qui existent, qui ont existé et qui existent encore. Mais le jardin, il y a quand même une volonté de trier, ranger, qui est assez intéressante. Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, son professeur qui lui avait dit, tu sais, si tu veux avoir un beau jardin, il faut savoir arracher les mauvaises herbes. Чтобы что-то путное выросло, надо уничтожать. Как воспримем это как наказ избирателей. Et c'est vrai que, sans vouloir faire de politique, après le communisme avait créé beaucoup de pourriture au sein du gouvernement et il fallait faire du nettoyage. Le pissenlit, ça me fait penser à certaines personnes. Ces personnes qui... Il y avait Julius Aurelius qui décrivait dans les piscines publiques de Rome. Il y avait vous allez dans une piscine publique, enfin au bain public, pardon. Et c'était calme, tout le monde était respectueux. Et vous aviez une famille qui débarquait avec les enfants et tout.
et qui faisait un bruit pas possible. Et qui éclaboussait tout le monde en sautant dans les bains, et qui perturbait tout le monde. Les pissenlits, vous voyez un petit peu, c'est une plante qui s'étale et puis qui, quand on l'enlève, en fait, il n'y a plus rien derrière. Ça laisse une terre vide. Moi, je ne suis pas contre. En fait, j'enlève des pissenlits non pas pour les détruire totalement, je les enlève pour, dans l'idée d'avoir de la biodiversité, d'avoir de la diversité. Les pissenlits, vous voyez, tout ça c'en est, c'est trop envahissant, donc il faut en enlever quelques-unes pour qu'elles laissent une chance à d'autres plantes. L'idée, c'est pas d'avoir que de l'herbe, c'est pas d'avoir un jardin épuré comme certains en veulent. Ces personnes là, qui voient des formes de vie nocives partout, des nuisibles comme ils disent, que ce soit des plantes ou des animaux, hein, cette mentalité de bouseux, moi je vois pas ça comme ça. Mais je veux laisser la place à un maximum de variétés et je crois que il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde si tout le monde raisonnait un petit peu comme ça, plutôt que de dire telle variété il faut absolument la disséminer complètement. Non, laisser la place à tout le monde et faire en sorte qu'on embrasse la différence plutôt que d'essayer d'envahir. Hein, et quand je parle de ça, bon, on peut penser au racisme, mais moi je pense particulièrement aux personnes qui sont avides de pouvoir et de richesse et qui veulent, ils veulent conquérir le territoire de tout le monde. Hein, il y a une volonté d'ailleurs, et c'est là où c'est maladif, de conquérir des terres et du pouvoir et de l'argent. Mais une volonté qui est insatiable, qui ne s'arrête jamais. Vous voyez, cette plante qui s'étale, hop, si elle laisse la place un petit peu aux autres, et ben voilà, vous voyez, on peut découvrir des petites variétés en dessous qui sont intéressantes. Yeah. Et tout ça c'en est. Mais attendez, je ne peux pas parler du temps sans ouvrir une parenthèse sur la philosophie d'un grand stoïcien. Aujourd'hui, la plupart des sociétés ont aboli l'esclavage et son lot de violence. Mais les formes d'esclavage volontaire, dénoncées par l'ancien esclave Épictète, moins violentes et plus insidieuses, empêchent toujours l'homme d'être véritablement libre. L'argent, la passion amoureuse, le pouvoir, l'ambition sont d'autant plus redoutables que leur emprise sur nous est telle que nous les jugeons être un bien pour nous. Mais aujourd'hui, notre rapport de dépendance s'est aussi complexifié par ce que l'on pourrait appeler un esclavage 2.0. Nos maîtres n'ont peut-être plus de visage, mais un clavier, un écran et un code PIN. Sous la pression de la compétition économique, le monde va de plus en plus vite et beaucoup d'entre nous ont de moins en moins de temps. Évidemment, ce système ne fonctionne que parce que nous jouons le jeu. D'où vient l'accélération constante des cadences? Qui fait tourner cette roue infernale? Et où est passé le temps qu'on a gagné grâce aux technologies toujours plus sophistiquées? Pour un stoïcien, la liberté, elle est essentiellement psychologique. Elle n'est pas politique, comme c'est le cas chez Aristote. À partir du moment où vous désirez des choses qui ne sont pas en votre pouvoir, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir absolu, par exemple la maladie, la pauvreté, la mauvaise réputation, etc., eh bien tôt ou tard, votre désir sera mis en échec. Et donc, comment devient-on esclave, d'une certaine manière? Pas physiquement, d'ailleurs Épictète le représente assez bien lui-même par son personnage, d'abord et avant tout, essentiellement psychologiquement. La liberté et la servitude, ce sont des modalités psychologiques. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais les opinions les concernant. Par exemple, la mort n'est en rien redoutable. Mais l'opinion sur la mort, à savoir qu'elle est redoutable, voilà ce qui est redoutable. Par conséquent, lorsque nous sommes en péché, troublés ou affligés, n'en accusons jamais un autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres opinions.
Lorsque tu vois quelqu'un pleurer en prenant le deuil, ou parce que son enfant s'est expatrié, ou parce qu'il a perdu ses biens, prends garde à ne pas être emporté par la représentation suivant laquelle celui-ci se trouve dans des mots extérieurs. Mais aie aussitôt ceci sous la main. Ce n'est pas l'événement qui l'accable, car un autre que lui n'en est pas accablé, mais l'opinion qu'il en a. Toutefois, n'hésite pas, aussi loin que vont les mots, à te joindre à lui, et même à l'occasion à gémir avec lui. Mais prends garde à ne pas gémir aussi à l'intérieur. En conclusion, je voudrais vous parler un petit peu de l'importance de ne rien faire. Importance grandissante au fur et à mesure que nous sommes confrontés à de plus en plus de distractions qui n'ont aucun aboutissement. Et quand je parle de ça, je pense évidemment particulièrement aux réseaux sociaux qui encouragent le vite fait, mal fait, le vulgaire et la recherche permanente pour plus de distractions, plus de stupidité à implanter dans notre cerveau. Tout est question de mesure. Évidemment, regarder certains films, lire certains livres, contempler certaines peintures, écouter certaines musiques, autrement dit, consommer une œuvre d'art peut nous apporter une certaine inspiration. Mais l'erreur que l'on fait beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est de penser que plus on va consommer de contenu et plus ça va nous donner la sensation d'être inspiré. Et en effet, la chose est peut-être là, c'est qu'on n'est pas vraiment inspiré, on a la sensation de l'être. En réalité, la meilleure façon d'avoir des idées, c'est de ne rien faire, ou de pratiquer des tâches répétitives. J'ai commencé à remarquer ça quand j'étais adolescent. J'avais beaucoup d'idées, de choses à écrire notamment, et ces idées, la plupart du temps, je les avais quand je prenais un bain. Parce que c'était un moment, le matin, durant lequel je ne faisais absolument rien, je vidais ma tête. Et bizarrement, j'avais plus d'idées qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Le matin ou la nuit, je me levais en sursaut parce que j'avais une idée à noter. Ça m'est arrivé également en pratiquant un métier que je n'aimais pas. Ça m'est arrivé en jardinant. Enfin bref, à chaque fois qu'on se force un petit peu à creuser en soi, on a ces sursauts d'inspiration, d'idées qui viennent de nulle part et qui sont toujours surprenants, même quand on a l'habitude, parce qu'on a vraiment l'impression que ça vient de nulle part. Donc je crois que l'importance de ne rien faire pour se retrouver soi, c'est une chose qui n'a jamais été aussi essentielle qu'à l'heure actuelle. Et le danger, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment les plus addictes à des contenus digitaux, qui ne savent plus quitter toute technologie et se retrouver avec soi. Parce que ces personnes ont peur. Elles n'ont jamais été à la découverte d'elles-mêmes. Mais il n'y a absolument rien à craindre, bien au contraire, on a tout à y gagner. Moi, je tends à penser que ne rien faire pendant au moins une demi-heure tous les jours, c'est essentiel, essentiel.